Bonjour toutes et tous et bienvenue pour ce premier webinaire de la journée. Donc, je me présente, moi je m'appelle Pascal Gagné, je suis directeur de l'Institut pratique du journalisme Université Paris-Dauphine PSL. Et donc, ce matin, il y aura 4 webinaires qui vont se succéder. Donc, moi je vais vous faire tout d'abord une présentation un peu générale de l'Institut de la formation. Vous aurez ensuite à 10 heures mon collègue Stéphane Béchaud, qui est responsable de la première année, qui lui rentrera plus en détail sur les programmes de formation. Puis ma collègue Pascale Collisson, à 11 heures, elle interviendra sur la formation par apprentissage. C'est notre responsable de formation par apprentissage. Et puis je reprendrai la parole à midi pour une trentaine de minutes pour entrer plus en détail sur les questions afférentes au concours, à notre concours d'entrée pour le recrutement de cette 48e promotion que nous préparons. Et donc, nous allons recruter 48 étudiants pour la 48e promotion. Donc, quelques mots pour commencer et quelques mots un peu d'introduction. Donc, la formation que nous proposons, c'est une formation qui a été créée en septembre 1978. Donc, c'est la première rentrée d'IPJ. Cette année, on a sur les différentes rédactions plus de 2400 diplômés et diplômés. Donc, cela au sein de notre université, Paris-Dauphine. En fait, Paris-Dauphine est créée en 1968. C'est une des universités, des jeunes universités de France, créée après 1968. Et l'Institut pratique du journalisme est créé une dizaine d'années plus tard. Donc, quelques mots sur notre université Dauphine PSL. PSL, c'est une université qui a été créée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années en regroupement d'un certain nombre d'établissements qui sont répartis dans tout Paris, et donc des établissements de disciplines extrêmement variées. Donc, bien entendu, l'université Paris-Dauphine, mais aussi l'école des mines, l'école nationale supérieure, l'Observatoire de Paris, et également le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. D'ailleurs, 2 établissements de localisation de PSL sont dans le 9e arrondissement, nous, l'école de journalisme, et à quelques rues d'écart, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Donc ça nous donne effectivement la chance d'être dans un ensemble extrêmement pluridisciplinaire, bien entendu d'excellence de haut niveau, mais surtout pluridisciplinaire. Ça veut dire que pour nos étudiants, dans le cadre de leur formation et de leurs études, eh bien, ils peuvent avoir accès à des spécialistes, des experts de très nombreuses disciplines. Et c'est évidemment un enrichissement que cette dimension d'être dans ce bain d'étudiants nationaux et internationaux du campus qui donc sont localisés, comme je vous le disais, sur tout Paris. Et donc, c'est aussi extrêmement stimulant d'être dans cet ensemble, un ensemble qui est reconnu au niveau international, à la fois de la formation, de la recherche de haut niveau. Évidemment, dans une période de modification extrêmement importante comme celle que nous connaissons actuellement avec l'impact de l'intelligence artificielle, pouvoir bénéficier de structures avancées qui vont un peu penser l'impact de l'IA sur la société, c'est tout à fait profitable pour nos étudiants et nos étudiantes. Et d'ailleurs, de nombreux collègues de l'université PSL sont impliqués dans le sommet de l'IA qui va démarrer à partir de lundi à Paris. Donc, université PSL, c'est aussi intégré, dans cette université PSL, c'est aussi intégré l'université française qui figure avec l'université Saclay parmi les universités les mieux classées au monde. Donc, c'est évidemment important sur la base du diplôme PSL que nous développons. C'est aussi important pour nos étudiants qui voient cette reconnaissance portée au niveau international. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle va porter sur les journalistes, un petit peu une introduction sur ce que sont les journalistes, les études de journalisme, la spécificité française des études de journalisme, notre formation à IPJ Dauphine, puis un focus sur l'apprentissage, le concours, puis quelques chiffres et des informations pratiques. Tout en sachant que, je l'ai dit en introduction de cette conférence et pour ceux qui nous auraient rejoints depuis, la question sur les études
de journalisme, c'est-à-dire le contenu de la formation, va faire l'objet d'une autre conférence à 10 heures par mon collègue Stéphane Béchaud. Et en ce qui concerne le focus sur l'apprentissage, ça sera à 11 heures avec ma consoeur Pascal Colisson. Et je reviendrai moi-même à midi sur les questions du concours que je vais bien entendu présenter aujourd'hui, mais que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Donc, quelques mots sur le métier de journaliste. Alors, à l'Institut pratique du journalisme Université Paris-Dauphine PSL, mais comme dans toutes les écoles de journalisme, nos étudiants, pour la plupart d'entre eux, vont devenir journalistes en France. D'abord parce que nos écoles sont sur le territoire, mais également parce que le métier de journaliste est un métier qu'il est difficile de travailler dans une autre langue que sa langue maternelle. C'est bien entendu possible, mais ça demande un excellent niveau de langue. Donc la plupart de nos étudiants en journalisme seront des journalistes qui vont travailler dans des rédactions. On a parfois des images un peu caricaturales ou archétypales de ce que peut être le métier de journaliste, hein, qui peut être vu comme la base du métier qui est l'enquête. Hein. Ici, on reconnaît une image du film Les Hommes du Président. Et donc, on a un certain nombre de personnages emblématiques où, pour revenir à la bande dessinée, plus spécifiquement Tintin. Mais le métier de journaliste, c'est parfois quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et en particulier, il y a une caractéristique que le journalisme n'est pas une profession réglementée. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une profession réglementée ? C'est une profession où vous devez avoir suivi un cursus particulier, obtenir un diplôme particulier pour être autorisé à l'exercer. C'est le cas, par exemple, des avocats, des notaires, un certain nombre de professions. C'est évidemment pas le cas du journalisme. Donc, on peut tout à fait devenir journaliste sans formation particulière, sans avoir suivi un cursus particulier. C'est le cas c'est encore le cas de certains journalistes. Mais on a une caractéristique en France qui est que le législateur, dans les années 30, a voulu faire du journaliste professionnel un salarié protégé par la loi, plus protégé que les autres salariés. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les années 30, hein, le rapport Brachard que l'on voit sur la gauche de l'écran, qui a été présenté à la Chambre des députés et qui en 1935 va définir le statut du journaliste professionnel, eh bien le statut du journaliste professionnel, il naît en 1935, à un moment où des gros industriels prennent le contrôle des médias assez massivement, d'un côté, et d'un autre côté où travaillent dans les publications, les journaux de l'époque, tout un tas de personnes, dont certains vivent du métier de journaliste et dont d'autres créent des contenus, écrivent, mais ce n'est qu'une activité secondaire. Donc, la Chambre des députés estime que face à cette, je dirais, dissymétrie entre la puissance de ces groupes industriels qui prennent le contrôle des médias et des journalistes qui sont isolés, il faut faire du journaliste un salarié qui sera plus protégé que les autres par le Code du travail et inscrire cette profession dans le Code du travail. Et de cela va naître l'existence en France de la carte de journaliste professionnel. Et donc, cela signifie que lorsque on est journaliste en France, on va être titulaire de sa carte d'identité de journaliste professionnel, carte d'identité de journaliste professionnel, qui est attribué à tous les journalistes en activité. Et qu'est-ce qui va déterminer ça ? Eh bien, je le redis, ce n'est pas le fait d'avoir obtenu un diplôme d'une école de journalisme, aussi prestigieuse soit-elle, c'est bien d'être salarié par un ou plusieurs médias, une ou plusieurs agences de presse, et d'en tirer le principal de ses ressources. Ça veut dire que en France, les journalistes sont tous des salariés, ce ne sont pas des professions libérales, ce sont tous des salariés et qu'ils détiennent leur carte de presse du fait de leur employeur, c'est-à-dire du fait qu'ils travaillent dans une ou plusieurs publications. Grosso modo, on peut dire que sur l'ensemble des cartes de presse en France, 80% vont être attachés à une rédaction et 20% vont être à employeurs multiples. On parlera alors de journalistes pigistes. Ce sont donc des journalistes qui sont en contrat, sous contrat de travail, mais avec plusieurs entreprises et donc travaillant sur la base de la commande d'articles qui va pouvoir leur être faite.
Donc cette structure qui naît dans les années 30, elle va avoir aussi un impact sur la formation des journalistes. Après la Seconde Guerre mondiale, la profession va s'organiser au travers de commissions paritaires. Pourquoi paritaires? Parce qu'elles vont représenter à la fois les fédérations d'employeurs et les syndicats de journalistes. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va créer des formations qui vont être reconnues par la profession. Deux d'entre elles vont être les premières, l'ESJ à Lille et le CFJ à Paris. Puis progressivement, avec le temps et les années, d'autres formations vont être reconnues. Aujourd'hui, 14 sont reconnues. L'Institut pratique du journalisme a été reconnu en 1991 et on s'apprête à accueillir au sein de la conférence des écoles de journalisme un 15e cursus dont le décret d'agrément de la reconnaissance devrait être publié prochainement. Donc, une centaine de formations au journalisme en France, ça c'est le périmètre de ce qui existe, parce que le journalisme est une profession qui attire beaucoup de gens, et donc on est aussi dans l'enseignement supérieur sur un marché, donc il y a aussi des personnes qui offrent des formations au journalisme, et c'est tout à fait normal de pouvoir offrir librement des formations sur le journalisme, mais la différence c'est que 14 de ces cursus délivrent un cursus agréé par la profession, parce qu'elles ont obtenu l'accréditation par la CPNEJ. Donc c'est plutôt sur ces formations qu'on va se focaliser pour ces quelques éléments de présentation. Et donc, sur ces formations, 5 sont des formations parisiennes et 9 autres sont des formations qui sont en région, donc ce qui fait qu'il y a une répartition des écoles de journalisme sur tout le territoire. La plupart de ces formations sont des formations de niveau master et donc le recrutement se fait après la licence ou le grade de licence sur la base d'un concours comme celui que vous envisagez peut-être de préparer si vous êtes présent ce matin pour cette conférence. Alors c'est quoi la différence entre un cursus agréé? Bien, le fait de suivre un cursus agréé, c'est rentrer dans le dispositif d'organisation de la formation, mais c'est surtout avoir un certain nombre d'assurances quant à la qualité de la formation qui va être délivrée, mais pas seulement. Toutes ces formations sont inscrites à la Convention collective nationale de travail des journalistes. Qu'est-ce que c'est que la Convention collective nationale de travail des journalistes? Eh bien, une convention collective, c'est un ensemble des règles qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés. La plupart de ces conventions sont plutôt des conventions sur une branche professionnelle. Là, on est vraiment sur une convention transversale qui est liée à un métier, au métier de journalisme. Et donc, un certain nombre de dispositions pour les diplômés des écoles de journalisme sont prévues par cette convention, évidemment, si on est diplômé d'un de ces 14 diplômes, d'une de ces 14 formations. On délivre dans nos établissements un vrai diplôme. Pourquoi je dis cela? Bien parce qu'il existe un certain nombre d'établissements qui délivrent des formations, mais qui ne délivrent pas un diplôme au sens des grades universitaires que représentent les diplômes. Les grades universitaires représentés par les diplômes, le premier d'entre eux, c'est le baccalauréat, le deuxième, la licence, le troisième, la maîtrise, et le quatrième, le doctorat. Et donc, ça donne une garantie dans une école reconnue d'avoir un titre qui est un vrai diplôme. On a évidemment dans nos écoles des réseaux d'anciens qui sont extrêmement importants, qui sont répartis dans l'ensemble des médias, et donc qui permettent également d'avoir dans ces rédactions des anciens qui peuvent nous donner des conseils lorsqu'on débute notre métier. Notre réputation à nos cursus reconnus fait que les meilleurs journalistes vacataires ont envie de venir travailler dans nos établissements, puisque ceux-ci sont liés par la convention collective, et puis parce que la convention collective prévoit qu'ils peuvent intervenir dans nos établissements dans des conditions plus favorables. Alors, ce point, c'est très important, puisque dans une école de journalisme comme la nôtre, ici, il y a 4 enseignants-chercheurs titulaires qui encadrent la formation, et nous accueillons presque 160 vacataires au fil de l'année, c'est-à-dire des professionnels des médias qui viennent intervenir.
certains pour des cours de long terme, certains pour quelques conférences. Donc, on est vraiment immergé dans notre institut, comme dans les écoles de journalisme reconnues, dans ce bain professionnel. C'est donc très important d'avoir un vivier un vivier de vacataires, un vivier d'enseignants vacataires de bon niveau. Donc on a en début de carrière ces chiffres sont un peu anciens, les chiffres de début de carrière sont meilleurs aujourd'hui, mais en tout cas on a en début de carrière des rémunérations qui sont prévues, qui sont supérieures à l'entrée dans la profession pour les diplômés des cursus reconnus, et les diplômés des cursus reconnus faisant également des meilleures carrières obtiennent une moyenne de rémunération supérieure. Lorsque vous êtes dans un cursus reconnu, on a parlé tout à l'heure de la carte d'identité des journalistes professionnels, les cursus reconnus ont l'autorisation de délivrer la carte journaliste en formation. Donc cette carte journaliste en formation, ce n'est évidemment pas une carte de presse, mais c'est une carte qui facilite l'accès sur le terrain. Lorsque vous êtes dans une école de journalisme, vous avez pas mal de travaux à réaliser. Vos enseignants vont vous envoyer couvrir un événement, une manifestation, réaliser une interview. Vous pourrez avoir à prouver que vous n'êtes pas étudiant en journalisme, mais journaliste en formation. Et c'est ce qui peut se faire avec cette carte d'identité des journalistes professionnels. À l'issue de nos cursus, donc typiquement au mois de mars-avril de l'année du M2, les grands médias ont des concours de recrutement qui sont réservés à nos diplômés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des médias comme l'agence France Presse, Radio France, France Télévisions, TF1, BFM, bref, d'autres organisent des concours de recrutement pour auprès des diplômés des 14 écoles. Donc c'est ce qui mène à une meilleure insertion professionnelle, bien évidemment. Un petit point de précision, le caractère spécifique du concours des écoles de journalisme est reconnu par le ministère, ce qui fait que nos formations ne passent pas par la plateforme Mon Master, c'est-à-dire que les 12 formations de niveau master, puisque 2 formations sont des BUT, les 2 formations de niveau master ne passent pas par la plateforme Mon Master. Donc, c'est important à savoir, les résultats des concours vous seront donnés par les établissements lors d'une date de publication que nous allons indiquer dans quelques instants. Donc, si vous êtes sur la plateforme Mon Master et que vous ne trouvez pas nos formations, pas de panique, c'est normal. Et vous aurez juste à accomplir, lorsque vous aurez le résultat de votre école de journalisme que je vous souhaite favorable, vous aurez juste à accomplir une formalité sur cette plateforme, mais l'établissement qui vous admettra vous l'indiquera à ce moment-là, et ça se passera plutôt au mois de juin. Donc, comment est organisée la formation à IPJ Dauphine Université PSL? Eh bien, on a choisi d'organiser notre formation autour d'une formation polyvalente, avec vraiment une formation plurimédia en première année, puis la spécialisation en M2. Une formation plurimédia en première année, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en première année, vous êtes formé à l'ensemble des médias. Tous les médias sont abordés, toutes les spécialisations sont abordées, de façon à ce que vous puissiez avoir, que les étudiants et étudiantes puissent avoir un peu un panorama des diversités de l'exercice de ce métier dans notre profession. Donc ça, c'est notre première année, vraiment un tronc commun, hein. En réalité, le seul enseignement que vous aurez à choisir en première année, ça sera votre enseignement de langue, puisque nous offrons, grâce à l'université PSL, je crois 17 langues possibles à prendre à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est une sélection qui se fait lors de la rentrée du diplôme et que nous opérons avec l'université PSL, plus spécifiquement des enseignants de l'école normale supérieure et des enseignants de l'école des mines. Donc ce sont des enseignements qui ont eu lieu en fin de journée à l'école des mines, mais ça permet aux étudiants qui s'intéressent aux langues, mais d'ailleurs à tous nos étudiants, soit de renforcer une langue qu'ils ont étudiée, soit de démarrer l'enseignement d'une nouvelle langue. Lorsque l'on va se retrouver en M2, eh bien là, on va être dans une autre logique,
puisqu'on va avoir un parcours entièrement à la carte. Entièrement à la carte va être le parcours en M2. Ce parcours donc va se choisir parmi 3 parcours: journalisme international et européen, journalisme politique, journalisme économique et social. Ça, c'est le parcours qui sera choisi par l'étudiant en fin de M1. Et puis, il y aura aussi une affectation dans une spécialisation. Donc, une spécialisation qui sera journalisme de télévision, reporter radio et plurimédia, écriture digitale et enquête. En fait, le digital, bien évidemment, depuis de nombreuses années, irrigue tous nos enseignements, du fait de la mixité et l'hybridation des pratiques journalistiques dans l'ensemble des médias. Mais là, le parcours et spécialisation vont être, on pourrait dire, les majeurs du choix des étudiants lorsqu'ils vont rentrer en M2. Donc, pour cette formation en 2 ans, une formation polyvalente en M1, la spécialisation en M2, le choix du plein temps ou de l'apprentissage, que ça soit en M1 et M2 ou seulement en M2. La loi prévoit que l'apprentissage doit être ouvert sur tout le cycle de la formation. Donc, vous pouvez faire, si vous trouvez une entreprise ou si on trouve une entreprise avec vous, une formation par apprentissage en 2 ans ou une formation par apprentissage uniquement la seconde année. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une forte charge de travail dans une école de journalisme, puisque, et vous l'avez compris, une formation très polyvalente mais très complète parce qu'elle applique le référentiel des attendus de la profession pour les écoles de journalisme. C'est ainsi qu'on obtient sa reconnaissance. Parmi les 8 critères de reconnaissance des cursus reconnus, il y a l'application de ce référentiel, ce qui fait que vous allez avoir une forte charge de travail sur l'ensemble de votre cursus, puisque sur les 2 années, vous serez en face d'un enseignant pendant un temps supérieur à 1400 heures d'enseignement de face à face. Donc, c'est beaucoup plus que ce que l'on trouve dans la plupart des cursus universitaires. Et donc, c'est vraiment à prendre en compte, notamment à prendre en compte lorsque on va décider de choisir son cursus par apprentissage, puisque il y a évidemment des avantages à être dans un cursus par apprentissage, mais on va avoir à affronter en même temps les exigences de l'entreprise et les exigences de la formation en journalisme. Donc, c'est à avoir présent à l'esprit lorsqu'on va choisir sa formation. Donc, dans cette formation en 2 ans aussi, on va avoir des rythmes qui vont être différents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des semaines qu'on va appeler des semaines types, où vous avez à peu près le même type d'enseignement chaque semaine, des enseignements de radio, des enseignements de droit des médias, des enseignements de journalisme politique ou économique, etc., etc. Puis après, il va y avoir des séances plus intensives. Par exemple, il va y avoir une semaine, des semaines plus intensives. Il va y avoir une semaine consacrée à la découverte des institutions européennes en M1, une semaine consacrée à la découverte des institutions judiciaires. En M2, il va y avoir des semaines autour de l'innovation dans les médias, des semaines de spécialisation. Donc, il va y avoir des rythmes qui vont être différents pendant l'année. Une autre caractéristique, c'est que les stages seront encadrés et contrôlés. Ça veut dire qu'il y a dans toutes les formations reconnues une limite du nombre de semaines de stage, de façon à ce qu'il n'y ait pas un recours abusif aux stages. C'est-à-dire que des stages qui peuvent se trouver dans d'autres secteurs d'activité, comme des stages de 6 mois, sont interdits dans les écoles de journalisme. Pourquoi ils sont interdits ? Eh bien parce que le stage, pour nous, dans nos écoles reconnues, ça doit rester un stage d'application. Et l'idée n'est pas de remplacer gratuitement ou quasi gratuitement des salariés en activité. Donc, ça veut dire que le parcours de stage sera construit avec votre responsable d'année pour le M1 et votre responsable de parcours pour le M2, de façon à ce que ça corresponde à ce que vous souhaitez faire pour votre insertion professionnelle. Donc, le choix des parcours en M2, on choisit son parcours, on choisit sa spécialisation, et puis après, il y a 2 options. Il y a une option qui est plutôt une option technique, donc ici, agence de presse, intelligence artificielle ou data journalisme. Et puis après, il y a une option plutôt thématique, justice, police, culture, journalisme sportif,
et sciences et développement durable. Donc ça constitue aujourd'hui le parcours en M2, sachant que évidemment la dimension de développement durable fait partie d'enseignements très transversaux au sein de nos études, puisque nous avons 2 axes forts dans nos enseignements, qui sont le climat et l'intelligence artificielle, et que cela se fait par 2 médias qui sont produits par les étudiants pendant leurs études. Nous avons le média MEDIA, madeia.ipgnews.fr. Donc ça, c'est les travaux qui sont réalisés par nos étudiants avec leurs enseignements d'intelligence artificielle. Et puis, chaque jour, nos étudiants de M1 produisent une newsletter sur le climat, une thématique différente sur chaque jour. Et cette newsletter, elle est diffusée via la plateforme Substack. Et donc, elle a une audience qui croît chaque année. Et donc, on est vraiment là dans des vrais médias qui sont produits, comme aussi des partenariats plus classiques que nous allons pouvoir avoir avec des médias qui vont publier des travaux de nos étudiants. Et tout cela, selon les années, on va avoir des possibilités de collaboration diverses. On a travaillé par le passé avec le Parisien Écho, Libération, Les Échos, 20 minutes, France Inter et d'autres médias encore. Donc nous avons un réseau d'anciens élèves dont ici on présente un échantillon à l'écran. Nos anciens travaillent bien sûr dans tous les médias. Hein. Ici, on a représenté un échantillon d'anciens qui sont des anciens qui travaillent plutôt dans l'audiovisuel. Et donc, on a ici Jamie Gourmaud qui est je pourrais dire aujourd'hui un influenceur de la question des sciences. Émilie Tranen-Guyenne, donc une journaliste qui a été présentatrice. Smaïl Bouabdella, donc présentateur et journaliste de sport. Cécile Mégy, qui a dirigé RFI et qui est aujourd'hui dans la gouvernance de France Média Monde. Dorothée Oliéric, grand reporter, qui a fait toute sa carrière de grand reporter et qui est à France 2, et Julien Arnaud, qui là n'est plus à TF1, mais qui présente maintenant la matinale sur France 2. Voilà, donc un échantillon, et pour dire qu'on a des parcours différents, on peut faire toute sa carrière sur le terrain, on peut arriver à diriger un média, on peut faire de la présentation, on fait tout ça à l'issue du même diplôme et avec la même formation. Donc, dans ce qui est déjà un peu spécifique à notre cursus, alors probablement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'offrir 17 possibilités de cours de langue, je pense que ça, c'est assez unique dans le panorama des écoles de journalisme, mais aussi, même si c'est possible ailleurs, et que ça se développe maintenant, vous avez la possibilité de faire une année de césure dans une université partenaire à l'international ou de développer un projet à l'étranger. Chaque année, on a à peu près 10% de nos étudiants, peut-être un peu moins, qui décident de faire cette année de césure. Donc c'est un projet qui prend tout son sens si vous avez besoin de renforcer votre formation en vue de votre objectif professionnel, parce que vous souhaitez acquérir une compétence complémentaire, que ça soit thématique, économie, développement durable, que ça soit dans une langue ou autre. Donc voilà, c'est pas bien sûr automatique, c'est quelque chose qui est soumis à la construction d'un projet que nous faisons avec vous pendant le premier semestre du M1. Mais une fois que vous êtes autorisé, eh bien vous partez pendant cette année de césure, puis vous revenez terminer votre formation à l'Institut pratique du journalisme. Donc nous sommes depuis fort longtemps et au moins depuis 2004 impliqués dans des politiques d'égalité des chances. Nous avons donc ici dans nos dispositifs formels une chargée de mission diversité et égalité des chances, un chargé de mission sur la question des étudiants en situation de handicap, et puis une cellule d'écoute
pour les étudiants, les enseignants-chercheurs et le personnel, une cellule d'écoute qui est traitée au niveau de notre université et qui peut être saisie par tout étudiant ou toute étudiante qui s'estime victime de toute forme de discrimination. Nous avons aussi des laboratoires de recherche à Dauphine, des laboratoires de recherche qui sont sur la question de l'économie, de la gestion, du management, de la finance, de l'intelligence artificielle, des mathématiques. Bref, nous avons de nombreux laboratoires, ce qui fait que nos enseignants universitaires, entre guillemets, sont souvent des habitués des médias également, puisque ce sont des experts qui interviennent dans les médias. Donc ici, vous avez notre collègue Dominique Méda, sociologue du travail, Sophie Méritet sur la droite en bas et Patrice Geoffron, donc des spécialistes de l'économie, de la transition et du développement durable. Donc ça veut dire que ça soit des enseignements professionnalisants avec des journalistes professionnels ou avec les enseignements avec des universitaires, et on est toujours effectivement dans des enseignements qui sont construits en commun par des collègues qui connaissent très bien les journalistes et qui ont à cœur de partager leurs connaissances avec nos étudiants lors de leurs cours. Peut-être un petit point sur l'alternance. Donc, l'alternance, c'est une formation qui est ouverte à IPJ Dauphine Université PSL depuis 2004. En réalité, depuis fin 2004, donc les premiers cours ont commencé ici en janvier 2005, ça fait juste 20 ans. Hein, la formation au journalisme par apprentissage, elle a été inventée et créée à IPJ Dauphine. C'est une formation généraliste avec un parcours économique renforcé. Évidemment, par la position privilégiée de l'Université Paris-Dauphine, on a des compétences très importantes en économie à faire partager avec nos étudiants et nos alternances, selon des modalités qui se répartissent entre la première et la seconde année. Au total, 31 semaines en entreprise en M1 et 37 semaines en M2, puisque évidemment le programme de formation est un peu plus chargé en première année qu'en seconde année. Et on a, alors c'est des chiffres qui varient selon les années, mais on a un tiers de nos étudiants, grosso modo, peut-être un peu plus maintenant, qui va, et disons même peut-être plutôt un tiers de notre promo qui va faire tout son cursus en apprentissage, et plutôt la moitié de la promo qui aura fait tout partie de son cursus par apprentissage. Voilà. Bon, tout ça étant évidemment amené à évoluer, puisque, comme vous le savez, le législateur fait des choix politiques qui sont plutôt de réduire sa volonté de financer l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, au détriment de l'enseignement supérieur, vers les niveaux moins élevés, évidemment au détriment probablement de la diversité de notre profession. Mais on ne peut que regretter cette décision, mais nous la subissons. Et donc, nous verrons dans les prochains mois quelles en sont les conséquences. Mais pour revenir à l'entrée dans l'Institut, le concours dont les inscriptions sont actuellement ouvertes, c'est l'étape pour intégrer l'Institut pratique du journalisme. Alors, sur un slide un peu chargé, je m'en excuse, mais nous reprenons ici donc les éléments concernant l'admission et l'admissibilité à l'Institut pratique du journalisme. Donc, nous sommes sur la plateforme du concours CEJ, donc c'est à cet endroit que les étudiants et étudiantes s'inscrivent. Donc, accès sur concours, 48 places en M1, 48 places pour la 48e promotion, mais en fait 48 places depuis la création de l'Institut. Une formation obligatoire en 4 semestres. Ça, c'est une des exigences de la profession. Il n'existe pas de formation reconnue en 1 an. On doit avoir au moins 3 semestres d'enseignement, donc 4 semestres au total. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'admission parallèle en M2. Quel que soit votre diplôme, vous devez suivre le concours pour être admis en M1. 3 épreuves au niveau de l'admissibilité, un oral au niveau du M1. Et donc, ici, il y a 768 candidats l'année dernière qui se sont présentés pour un effectif de 48 places.
Alors, il ne faut pas que ça soit que ça soit inquiétant pour vous, hein, parce que vous présentez, nous le savons, hein, parfois un grand nombre de concours, et donc voilà, là ça fait un taux très sélectif si on prend un seul établissement, mais nous le savons, il y a vraiment des candidatures multiples dans parmi effectivement les candidats et les candidates. Donc voilà, la plupart des candidats, quand même, voilà, non, on n'est pas sur un taux de sélection pour toutes les écoles. Pensez bien ça avant de voir ces chiffres. Donc les inscriptions se sont ouvertes le 10 décembre dernier, et elles seront ouvertes jusqu'au 5 mars prochain à 10h. Jusqu'au 4 mars à 12h, excusez-moi. Donc, les inscriptions jusqu'au 4 mars à 12h, et il restera ensuite 24 heures, en fait 22 heures pour compléter les épreuves. Donc, nous attirons vraiment l'attention des candidats et des candidates. Nous attirons vraiment l'attention des candidats et des candidates sur le fait que les épreuves demandent plus, évidemment, que 24 heures pour être réalisées. C'est quelque chose de très important. Toutes nos épreuves sont des épreuves publiques, donc ça veut dire que vous en avez connaissance en allant sur le site ipj.eu. Donc, si vous décidez, ce que l'on peut comprendre, de vous inscrire tardivement au concours, ne serait-ce que pour des raisons financières d'inscription des droits, pensez bien à préparer vos épreuves en amont. C'est absolument indispensable de faire quelque chose comme ça, parce qu'au dernier moment, vous n'aurez pas le temps matériel de réaliser les épreuves. Vous aurez le temps matériel de réaliser la dernière épreuve, c'est-à-dire celle du synopsis. Ça sera sans difficulté. Mais les autres, il est très probable que vous ne soyez pas en capacité de la réaliser, hein. Notamment une épreuve où on va vous demander de rencontrer un conseiller municipal et d'en faire le portrait. Je pense que celle-là serait très difficile à réaliser dans un délai aussi bref pour un candidat qui s'y prendrait à la dernière minute. Mais nous sommes le 8 février et vous n'êtes pas des candidats et des candidates qui vous y prenez à la dernière minute puisque vous assistez à cette conférence. Donc, les épreuves d'admissibilité, 3 blocs, dossier parcours, 30% de la note, 2 petites vidéos. Petite vidéo, pourquoi? Parce qu'elle dure 1 minute, 20% de la note. 3 textes, 50% de la note. Donc, et ensuite, un grand oral, donc un oral d'admission. On met à disposition, on actualise chaque année avec nos candidats et nos candidates, on actualise le guide du candidat. Donc, vous allez, je crois que vous l'avez dans l'onglet polycopié de cette conférence, donc je vous invite évidemment à en prendre connaissance également. Et les droits d'inscription pour le concours qui sont dégressifs en fonction de la situation du candidat ou de la candidate, avec la gratuité pour les boursiers sur les échelons 5, 6 et 7 du Crous. Donc les dates clés, donc ça ce ne sont pas les bonnes dates clés, c'est les dates clés, elles étaient précédentes, donc je vais passer aux chiffres au slide suivant et puis donner quelques chiffres un peu généraux sur la profession pour terminer cette présentation, hein, sachant que en ce qui concerne les épreuves du concours, il y aura à midi une brève conférence, enfin une conférence d'une trentaine de minutes dans laquelle je rentrerai plus en détail dans les épreuves du concours. Et pour rappel, toutes les conférences de la matinée seront accessibles en replay sur le site bigmarker/IPJ. Donc, la part des... Bon, les écoles reconnues progressent. Les CDI des journalistes des écoles reconnues ont une rémunération moyenne supérieure à celle des cursus non reconnus. Et c'est dans les secteurs de l'agence de presse, la radio et la télé que l'on trouve en proportion le plus de journalistes ayant suivi un cursus reconnu. Tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur l'Observatoire des métiers de la presse ou vous pouvez les retrouver sur les sites de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Donc une profession qui est bientôt à l'équilibre entre les femmes et les hommes. Il y a eu un progrès très important de féminisation de la profession dans les 20 dernières années. Et avec environ 2000 premières demandes,
Les derniers chiffres dont nous disposons sont ceux de la saison 2022, c'est-à-dire que les cartes l'attribution s'est terminée pour cette année-là, mais les chiffres récents que nous avons sont de la même nature. Simplement, la commission n'a pas encore publié tous les détails. Et si on regarde la période d'activité, l'évolution de la période d'activité sur une vingtaine d'années, on voit que l'employeur principal, ça reste la presse écrite, mais que l'audiovisuel s'est développé sur cette période. Alors attention, ça peut cacher quand même le fait que, bien sûr, de nombreux journalistes travaillent sur Internet ou les réseaux sociaux, mais leur carte de presse leur est attribuée aux fonctions du métier principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes journaliste au Figaro.fr ou au Monde.fr, vous avez une carte de presse au titre de presse écrite. C'est pour aider un peu à la compréhension de ces données et de ces chiffres. Bon, ici, des données sur les revenus bruts médians. Donc, les revenus bruts médians en 2022, sachant que lorsqu'on est journaliste, on a un 12e de rémunération en plus. C'est ce qu'on appelle le 13e mois, c'est-à-dire soit au mois de décembre, soit réparti dans l'année, mais en général au mois de décembre, on touche un mois de rémunération complémentaire. Ça a donc évidemment une incidence sur le calcul de la rémunération interne. Voilà. Et on voit l'évolution des premières demandes. On est selon les années entre 1600 et 2000 cartes de presse. Ça, c'est les premières demandes. Donc, c'est les nouveaux emplois disponibles. Ça veut dire que les 48 diplômés de l'Institut pratique du journalisme s'insèrent chaque année dans un marché où il y a 2000 nouveaux emplois. Donc, c'est pas quelque chose qui est non plus extrêmement difficile à faire, même si, nous le savons, il y a toujours une angoisse sur l'insertion professionnelle, surtout dans un métier où on rentre pas tout de suite par un CDI, mais où effectivement on va commencer par des contrats de saison, par des piges, par des CDD. Donc il y a une forme d'instabilité à l'insertion professionnelle, mais l'insertion professionnelle en termes d'emploi et une bonne insertion professionnelle dans les cursus reconnus. L'université Paris-Dauphine a une politique de droit progressif pour les droits d'inscription. Donc, les étudiants boursiers sont exonérés de droits. Et ensuite, selon le revenu de la famille, eh bien, il y a des droits qui sont appliqués aux étudiants selon donc le revenu brut global de la famille. Tout ça, vous retrouvez ces éléments aussi soit sur notre site, soit sur celui de l'université Paris-Dauphine. Donc, le diplôme PSL, grade de master, qui est délivré à la fin de la formation, et donc un diplôme qui est bien sûr inscrit à la Convention collective nationale des journalistes. Donc, dernier petit point, nous sommes depuis quelques années en train de construire notre futur campus qui est situé dans les locaux de l'université Paris-Dauphine. Et donc, en septembre 2026, j'ai envie de déménager plus vite que le temps réel. Donc en septembre 2026, nous serons partis dans le nouveau cursus sur cette aile du bâtiment de Paris-Dauphine au premier étage pour ce qui concerne nos salles de cours et au sous-sol pour ce qui concerne nos installations techniques. Et donc nous aurons pour la première fois dans l'histoire de l'IPJ, ça sera notre 3e implantation géographique, mais pour la première fois, nous aurons ici un campus qui aura été dessiné pour nous et en lumière naturelle. C'était très important puisqu'ici, ce que vous voyez, ce sont les sous-sols. Donc ça, c'était en 2023 qu'on a creusé l'ensemble pour installer les écoles de journalisme. Ça, c'est plus récent, c'est l'endroit où va être donc la cour qui va suivre tous les salles de cours du sous-sol et la cour pour les étudiants de l'école de journalisme. Voilà. Ça, c'est la projection de quand toutes les plantes auront été installées. Et donc, on a déjà effectivement cette petite patio centrale autour de laquelle seront organisés, installés tous les studios radio et télé. Mais voilà, et donc on arrive à la fin de cette présentation, prévue pour se terminer à 9h45, il est 9h44. Et donc, vous voyez que
directeur d'IPJ Paris-Dauphine, a conservé son sens du timing et ce qui va nous laisser quelques minutes pour des questions qui vont pouvoir être les vôtres sur ce sujet. En tout cas, je vous remercie de votre participation ce matin et de votre présence pour cette conférence. Et si vous avez quelques questions à adresser à la suite de cette présentation, on va pouvoir y répondre maintenant. Mais voilà. Et je vous rappelle en attendant que, à la suite de cette conférence, donc à 10h, une conférence de Stéphane Béchaud sur le contenu de la formation en première année et en deuxième année. Et à 11h, une conférence de Pascal Collisson concernant la formation par apprentissage. Et puis moi-même, je reviendrai à midi pour une conférence concernant le concours. Donc, pour ma part, je ne vois pas apparaître de questions concernant ma présentation. Donc, si il n'y a pas de questions, mais écoutez, je vais remercier chacun d'avoir participé à cette conférence aujourd'hui. Vous aurez, si vous avez décidé d'assister aux suivantes, c'est le moment pour vous, le moment de la pause. Donc cet après-midi, l'Institut sera ouvert pour une visite des locaux actuels, bien sûr, pas nos futurs locaux, donc nos locaux actuels rue Saint-Georges à Paris. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite donc de bien préparer vos concours de journalisme et de bien vous y préparer et surtout d'être admis dans l'école de journalisme de votre choix. D'ici là, passez également un excellent week-end.